Primero, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado a la realización de ese coloquio, en particular al señor decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Genaro Sánchez, que desde el principio mostró su compromiso con ese evento y que facilitó todo lo necesario para ello. También agradecer a la doctora Catalina Toro, que también nos colaboró desde la dirección del Departamento de Ciencia Política de la misma facultad. Igualmente, lo que ya ha mencionado el doctor Jorge Enrique Arias, de la Universidad del Valle, que también se sumó a esta edición para lograr pues, una mayor posibilidad de tener invitados internacionales para estos eventos, este evento en particular. Obviamente también agradezco al doctor Franchi, director de Unimedios, que facilitó la grabación de las conferencias, y también tenemos la posibilidad de tener una transmisión vía Twitter o algo así, no sé muy bien. Además, pues obviamente agradezco al personal administrativo de la Facultad de Derecho que nos facilitó todos los trámites necesarios para lograr este evento. Igualmente, colegas y estudiantes del Grupo de Investigación de Análisis de Política Pública y de la Gestión Pública que pues están acá actuando para que esto todo funcione y que todo esté a la perfección. Nos esperamos para que estén a gusto con este evento. También, obviamente, lo más importante también son ustedes mismos, los participantes, y en particular los ponentes, que, como ya se mencionaron, vinieron de varios países, tanto de Europa que de América Latina. Reconocemos pues, el valor pues, el esfuerzo que se hizo para desplazarse aquí. Lastimosamente tuvimos la lástima de constatar que algunos colegas de Ecuador no pudieron venir por la situación que atraviesa el país en ese momento. Igualmente, colegas de universidades brasileñas que nos tocó a última hora pues, cancelar su viaje por dificultades de financiación. Obviamente también todas las personas de Bogotá y de Colombia aquí presentes. Yo sé que hay varios estudiantes que se vinieron en bus, varias horas de bus desde ayer. Los agradezco su presencia y ojalá podamos tener pues, en los espacios que yo sé que son un poco muy densos, pero ojalá tengamos tiempo para conversar de nuestra disciplina. Y eso es justamente, me parece que es muy alentador para nuestro grupo de investigación en particular y la Universidad Nacional, el hecho de poder contar con tan nutrida participación en este evento. Eso muestra que esos temas son pertinentes para la academia, y también siempre hay la expectativa que esas investigaciones, esas reflexiones, como lo señaló el señor decano, puedan ser útiles para los procesos que se vienen en Colombia, que son importantes para de pronto mejorar, cambiar la situación política y política administrativa del país para lograr una mejor efectividad de las políticas públicas y la acción pública en general. Es por eso que hemos dedicado este coloquio en particular a una reflexión sobre teorías, enfoques y métodos en análisis de política pública, porque sabemos que es un tema que siempre es solicitado por estudiantes, es un tema que tiene mucho interés por parte de los investigadores, porque lastimosamente todavía no tenemos en América Latina un corpus de investigaciones que trabajan realmente desde la perspectiva politológica, el análisis de política pública. Somos una disciplina muy abierta, un campo muy abierto donde acogemos muchas disciplinas a compartir temas, pero a veces de pronto hay un cierto desconocimiento en la academia latinoamericana de los enfoques
de políticas públicas que ya están desarrollados en universidades o por académicos de otros continentes o países. Creo que ha sido también la labor del grupo de investigación intentar a través de ciertos textos acercar el auditorio colombiano y latinoamericano a otros enfoques que lastimosamente todavía son de difícil acceso, o por lo menos hay muy pocas traducciones. Por eso la idea central entonces de ese coloquio es dar cuenta de esa extrema diversificación que ha afectado o tocado ese campo, ¿no? Yo creo que justamente lo que también queremos mostrar es que más allá de la teoría de la elección nacional, más allá del neosocialismo que en nuestros países tiene mucha acogida, casi que se tiende a pensar que es prácticamente la única manera de analizar política pública, queremos mostrar esa diversidad de enfoques que ha surgido desde unos 10 o 20 años en particular, y por eso hemos tratado de, con conferencistas que trabajan esos temas, podemos decir, avanzado para el análisis de política pública en América Latina, esperamos pues poder contribuir a su difusión, como ya lo mencionó el doctor Arias en su momento, a través de perspectivas pragmática, narrativa, y también aprovechamos esa oportunidad para abrir el espacio no tanto al análisis estricto sensu, sino también en propuestas nuevas que surgen en términos de experimentar y pensar el papel de la academia a través de lo que conocemos ahora como laboratorios de innovación pública, que tendremos la oportunidad de hacer algunas presentaciones al respecto. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra al invitado, pues el doctor Philippe Zitoun, que es un especialista de nuevos enfoques en el de política pública, y esperamos que su conferencia pueda ayudarnos a repensar no solamente desde otras perspectivas, pero también sobre todo de pronto pensar en cómo hacemos nuestros propios análisis de política pública. Entonces, gracias a ustedes y bienvenida para todos. Muchas gracias. Como ya dijo el doctor Roth, continuamos con la ponencia del doctor Philippe Zitoun de la Universidad de Lyon, Francia, titulada Hacia un enfoque pragmático de la acción pública. El doctor Philippe es profesor e investigador en ciencia política de la Universidad de Lyon, actualmente secretario general de la Asociación Internacional de Políticas Públicas, entidad realizadora de la International Public Policy Conference. También es miembro del comité organizador de la Conferencia Anual de Análisis Interpretativo de Políticas Públicas y hace parte de los comités editoriales de la revista Policy Studies Journal, Critical Policy Studies, Journal of Policy Research and Policy and Society. Sus temas principales de investigación son el análisis de políticas públicas, teoría, estudios empíricos y metodología, el impacto del desarrollo sostenible sobre las políticas de transporte y las transformaciones de las políticas de vivienda. Me permite una información que acaba de darme el profesor Zitoun y una precisión. Profesor Zitoun es francófono y anglófono, pero todavía no es hispanófono, pero creo que tenemos expectativa. ¿Está prendido? Sí. Ya. Sí, repito, una información que acaba de darme el profesor Zitoun.
que, como tal vez lo adivinaron, no es hispanófono todavía, pero tenemos esperanzas algún día. Por ahora es francófono y anglófono, entonces tenemos una exposición bastante políglota. Vamos a tener el PowerPoint en inglés, la traducción de la ponencia en español, del francés al español en la pantalla grande, y la ponencia va a ser en francés. Igualmente, para las personas que desean dialogar esta tarde con el profesor Zitoun, dispondremos de un auditorio para que se pueda hacer un conversatorio, dialogar con él, pues obviamente en los idiomas que le acabo de mencionar. Sin más preámbulo, dejo la palabra entonces ya por fin al profesor Zitoun. Muchas gracias. So, buenos días. Good morning. So, the only word I know in Spanish, sorry. Le seul mot que je connais en anglais. So, just before begin, thanks you, André, to invite me. Merci à André de m'avoir invité et de m'avoir fait découvrir la Colombie. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui comprennent le français, peut-être un peu, donc vous aurez la traduction simultanée. Bien, je vais donc vous intervenir sur la question des approches pragmatiques de l'action publique. Donc si depuis une trentaine d'années, le champ académique des politiques publiques ne cesse de croître, prouvant ainsi sa vitalité, il le fait de façon particulièrement éclatée, suivant les pays, les approches, les disciplines dominantes, les secteurs concernés. Travailler sur les politiques publiques ne signifie pas nécessairement la même chose. On peut même dire que plus les travaux sur les politiques publiques se sont développés, plus ils se sont dispersés. Alors que des auteurs tels que Harold Laswell, Aaron Wildavsky ou Charles Lindblom sont souvent cités comme les initiateurs de ce champ, il reste difficile aujourd'hui de trouver ce qui fait vraiment commun à l'ensemble du champ. Dans un ouvrage que j'ai coécrit... Ah, vous n'avez pas le PowerPoint par contre. Voilà. Dans un ouvrage que j'ai coécrit, que vous voyez là, avec Guy Peters, et qui paraîtra le mois prochain, sur les approches contemporaines de politique publique, ouvrage collectif, nous avons identifié 8 différentes approches, sans pour autant prétendre à la moindre exhaustivité. Plus que des approches ou des paradigmes distincts, les travaux sur les politiques publiques s'organisent souvent autour de questions différentes, radicalement différentes parfois, et inspirées de disciplines elles-mêmes distinctes. Certains travaux privilégient la recherche de ce que l'on peut appeler les policy analyses, c'est-à-dire les méthodes analytiques pour résoudre des problèmes publics. Les auteurs s'attachent à la production de connaissances normatives et atemporelles, d'instruments cognitifs et de méthodes analytiques qui ont vocation à agir sur le processus de politique publique et qui sont généralement destinés aux policy makers. Pour les uns, la policy analysis est une science appliquée, une médecine pour résoudre les maux de la société, alors que pour d'autres, c'est un art ou un savoir-faire. On parle d'ailleurs de plus en plus de policy design pour intégrer cette dimension artistique à l'élaboration d'instruments de politique publique et souligner que la dimension technique ne peut suffire. Parmi les méthodes les plus connues, on peut évoquer l'analyse dite coût-bénéfice, l'analyse multicritère, mais aussi l'analyse dite argumentative, proposée par des auteurs comme Frank Fischer ou Dvorah Yano. Ça fait le premier bloc. D'autres travaux privilégient plutôt une problématique davantage empirique et compréhensive, avec une entrée davantage tournée vers le processus, les processus. On parle notamment des Policy Process Studies, dont la vocation première est de comprendre les processus de fabrique ou de mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit ici de produire des connaissances qui, loin de se contenter de décrire des phénomènes empiriques spécifiques, tentent non d'en faire l'histoire ou le récit, mais de les comprendre, c'est-à-dire d'en saisir les logiques, les dynamiques
et les causalités qui dépassent la spécificité des cas en question et qui permettent d'élaborer et de tester des hypothèses. On y trouve alors des approches aussi diverses que l'approche néo-institutionnelle, celle de l'équilibre ponctué, punctured equilibrium, celle de l'Advocacy Coalition Frameworks, par exemple, qui se situe souvent dans une démarche à la fois plus scientifique, mais souvent aussi plus positiviste. Mais cette distinction entre Policy Analysis et Policy Process Studies, en apparence simple, se révèle éminemment plus complexe qu'il n'y paraît. Tout d'abord, les travaux dits de Policy Analysis s'inspirent et alimentent très largement les travaux sur les processus de politique publique. Par exemple, dans son dernier ouvrage sur les policy design, qui est sorti l'an dernier, le premier conseil que donne Guy Peters aux fabricants de politique publique, les fameux policy makers, c'est de comprendre la complexité des politiques publiques, que nous enseigne l'observation empirique et compréhensive des politiques existantes, de saisir ainsi la pluralité des définitions des problèmes, l'absence de lien rationnel entre problèmes et solutions, les nombreux effets inattendus et contradictoires d'instruments généralement ambigus, leur dimension politique irréductible. Dans ses travaux critiques, Frank Fischer montre à quel point les travaux qui se revendiquent empiriques, scientifiques et objectifs, tout autant que les policy analyses inspirées de théories du choix rationnel, rational choice, et qui se veulent objectifs, camouflent souvent des appréciations très normatives sur les politiques publiques, en définissant des normes de la réussite ou de l'échec, par exemple, ou de ce qui change et de ce qui ne change pas. Mais si les travaux de policy analysis s'alimentent très largement des travaux compréhensifs sur le processus pour permettre à des chercheurs d'élaborer de multiples recommandations, ces derniers s'interrogent moins fréquemment sur le rôle des policy analyses, c'est-à-dire des méthodes et des savoirs et de résolution des problèmes que façonnent, mobilisent et propagent les acteurs pris dans les processus. Certains auteurs ont abordé cette question des méthodes analytiques, à commencer par Charlene Bloom, ou plus récemment des auteurs tels que Brian Jones, l'un et l'autre soulignant la nécessité de prendre au sérieux la rationalité limitée des acteurs dans leur capacité et leur incapacité à résoudre les problèmes publics. D'autres auteurs encore, voire surtout, ont mis en évidence l'importance du travail analytique des acteurs pour définir ce qui fait problème et transformer une situation en problème public sur lequel l'État doit agir. Mais trop peu se sont intéressés aux capacités définitionnelles, argumentatives et analytiques des acteurs eux-mêmes pour résoudre les problèmes publics et pour tenter de saisir leur importance dans le processus de fabrique des politiques publiques. Pourtant, comme le soulignent les auteurs de Policy Analysis, c'est sans doute la tâche la plus difficile, la plus incertaine, la plus controversée et la plus importante à laquelle sont confrontés ces policymakers. Elle est aussi celle qui est la plus difficile à définir. Aaron Wildavsky fut très certainement un des premiers auteurs à avouer son désœuvrement lorsque ses étudiants lui demandaient de définir ce qu'est l'analyse des politiques publiques. Il se demandait ainsi, j'ai mis la citation là-bas, « How can you teach or write a book of subject if you can't say what is it? At the Graduate School of Public Policy in Berkeley, I discouraged discussions on the meaning of policy analysis. Hundreds of conversations on the slippery subject are proven futile, even exasperating, possibly dangerous. » Il a d'ailleurs conclu à la fin de sa carrière que l'analyse des politiques publiques était un art et un savoir-faire bien davantage qu'une science ou qu'une technique. Il considérait que c'est l'art de trouver des solutions à des problèmes publics en faisant davantage appel à l'imagination qu'à des techniques de résolution généralement faibles, que c'était l'art de créer des problèmes qui peuvent être résolus, et l'art, ou plutôt l'artisanat, craft, de persuader les décideurs de la validité ou de l'intérêt de la solution imaginée. Tout comme Wildavsky, je crois en effet que l'analyse des politiques publiques n'est pas une science et que les sciences sociales sont dépourvues de compétences spécifiques pour pouvoir résoudre les problèmes publics généralement trop complexes pour elles et surtout le plus souvent insolubles. Contrairement à Wildavsky, je ne crois pas davantage que l'analyse des politiques publiques est un art, car je ne saurais dans ce cas ni dire qui sont les artistes et encore moins quelles sont les œuvres d'art. Et surtout, cela reviendrait à négliger l'importance du travail d'argumentation et de rationalisation qu'il rend possible. Je voudrais plutôt défendre devant vous l'idée que l'analyse des politiques publiques doit être comprise comme une activité politique de production et d'usage de connaissances en action pour résoudre des problèmes publics, connaissances à la fois propositionnelles et pratiques, expertes et profanes, et qui constituent non seulement un enjeu essentiel dans la pratique des gouvernements,
mais qui est aussi un formidable révélateur du fonctionnement concret du régime du pouvoir et du fonctionnement de l'État. Des enjeux que, justement, les sciences sociales en général et la science politique en particulier se doivent de saisir pour décrypter les grandes tendances contemporaines de nos sociétés. C'est cet intérêt pour la connaissance en action et à l'épreuve dans les processus de fabrique qui m'a poussé à développer une approche pragmatique de l'action publique, le terme pragmatique renvoyant tout autant aux philosophes pragmatiques originels, tels que John Dewey, William James ou Charles Peirce, vous avez vu les photos là-bas, aux sociologues pragmatiques français, contemporains, tels que Luc Boltanski ou Bruno Latour, qui ont renouvelé depuis 30 ans en France les approches sociologiques, aux approches françaises dites cognitives, portées par Bruno Jobert ou Pierre Muller, ou aux approches critiques, interprétatives et discursives des politiques publiques développées notamment par Frank Fischer. Le parti pris de cette approche est de considérer que proposer une action publique pour un acteur, ce n'est pas seulement formuler une réponse à un problème public, mais c'est tout à la fois redéfinir le problème public à traiter, le public à aider, distribuer des ressources et des pouvoirs entre les acteurs concernés, désigner le décideur et les acteurs influents, et plus largement, définir une façon de gouverner et de produire un ordre politique, political order. Dès lors, le processus de fabrique d'une politique publique est indissociable de la capacité des acteurs à imposer dans les luttes définitionnelles et identitaires un sens qui intègre toutes ces dimensions. Il s'agit ici de considérer essentielles les capacités analytiques des acteurs, le travail de définition, d'argumentation et d'analyse qu'ils conduisent pour résoudre des problèmes et s'accorder sur des solutions en vue d'infléchir les politiques publiques en place, et comme primordial, les épreuves que subissent les propositions que portent ces acteurs et au cours duquel se déploient des résistances, des oppositions, mais aussi des mutations qui permettent une proposition de devenir une décision. C'est autour de la façon concrète de mener ce que j'ai appelé la guerre du sens, meaning war, et l'ensemble des épreuves qui l'accompagnent que peut se comprendre la capacité de transformation ou de résistance des politiques publiques. C'est donc tout à la fois une approche compréhensive et empirique que je vais développer devant vous, qui se situe dans la tradition des Policy Process Studies, mais qui accorde une importance centrale aux activités concrètes que conduisent les acteurs pour promouvoir, s'opposer aux propositions d'action publique, à commencer par mobiliser leurs capacités analytiques. L'hypothèse majeure que je voudrais ainsi développer devant vous, et qui fait écho d'ailleurs à une intuition qu'avait eue Wildavsky, est la suivante. La carrière d'une proposition de politique publique et de ses porteurs dépend de leur capacité à surmonter les épreuves qu'elles rencontrent au cours du processus de fabrique, notamment l'épreuve du sens, l'épreuve de l'intéressement, l'épreuve de l'identité, l'épreuve du pouvoir et l'épreuve de la politisation. L'enquête qualitative doit nous permettre de mieux saisir, tant à travers les échecs que les réussites, des propositions, la façon dont concrètement fonctionnent nos systèmes politiques. C'est l'ambition de cette approche. Avant d'aborder chacune de ces étapes, je voudrais d'abord, dans une première partie, revenir sur ce qu'est l'approche pragmatique en général, sur son origine et ses principales caractéristiques, et expliquer en quoi celle-ci présente un intérêt majeur pour comprendre les politiques publiques. Donc tout d'abord, première partie, le tournant pragmatique, pragmatic turn, des sciences sociales. Au départ, cette approche, initiée par Charles Peirce et développée par William James et John Dewey, la philosophie pragmatique se développe surtout au début du XXe siècle, un peu à la fin du XIXe, essentiellement aux États-Unis. Elle est ignorée en Europe, elle s'oppose plutôt à la tradition kantienne, qui veut séparer la pensée et l'agir, ou la pensée cartésienne distinguant un univers intérieur de la pensée, où se construisent les raisonnements, d'un univers extérieur, où s'opère le monde, pour privilégier un mode de raisonnement où les raisonnements se construisent à partir de la prise en compte de leurs conséquences au monde extérieur. Peirce considère ainsi que le pragmatisme est une méthode de clarification des concepts, par l'examen de ses conséquences pratiques. La question n'est pas de définir le concept de dur, par exemple, mais de s'intéresser à la façon dont la dureté peut être associée à des épreuves pratiques. William James explique ainsi qu'aucune idée n'est claire en elle-même et par elle-même, mais elle devient claire si on développe dans l'idée de ses effets pratiques. La question, par exemple, n'est pas de savoir si Dieu existe, Dieu est vrai, dans l'absolu, pour les sciences sociales, mais de s'y intéresser à travers la façon dont son existence a des conséquences sur la vie pratique des individus, et notamment, par exemple, sur le développement des pratiques religieuses. C'est un thème qu'avait traité notamment William James. Avec l'ouvrage « The Public and its Problem »,
Dewey se confronte à un sujet central pour les travaux de politique publique en réponse à un autre ouvrage qui avait été publié 2 ans avant, de Walter Lippmann, intitulé « Le public fantôme ». John Dewey propose d'observer le public à l'aune d'une part des victimes générées par les conséquences involontaires des interactions des humains, et d'autre part à travers le travail que conduisent les individus pour élaborer des dispositifs pour donner à voir ces conséquences inattendues. Plutôt que chercher à définir des concepts tels que problème, public, État, l'auteur suggère ainsi d'observer la manière dont les individus définissent eux-mêmes ce concept, les mettent à l'épreuve dans leurs interactions et dans leurs actions. On peut dire que la philosophie pragmatique et le travail de John Dewey en particulier a eu un impact très important sur la façon dont les sociologues de l'école de Chicago ont travaillé sur la question des problèmes et dont l'ensemble des chercheurs en politique publique aujourd'hui abordent ce phénomène de la mise à l'agenda des problèmes. Les auteurs ont bien compris qu'il était vain de vouloir définir ce qu'est un problème, de le définir ontologiquement, mais ont très largement privilégié l'idée qu'un problème apparaissait dans une société, sur l'espace public, à partir du moment où il était défini comme tel et porté par suffisamment d'acteurs pour le mettre à l'agenda. Cette façon d'aborder le problème permet tout à la fois d'éviter un débat ontologique sans fin sur la définition du concept de problème, mais aussi sur la recherche de distinctions, telles que public-privé, problème-non-problème, mais aussi objet-sujet, à la fois parce qu'il n'existe pas de problème sans acteur pour le définir comme tel et le porter en même temps. Il ne suffit pas qu'un acteur définisse un problème pour qu'il existe, il faut aussi qu'il le mette son existence et sa définition à l'épreuve dans les interactions qu'il rencontre. Tous les manuels et travaux de politique publique reviennent sur cette tradition, sans toujours faire référence d'ailleurs à l'approche pragmatique, et pour en faire un cadre de compréhension qui va au-delà du monde des problèmes. Si les auteurs ne cherchent pas à définir ce qui fait problème, ils n'hésitent pas à s'attacher à définir ce qui fait généralement solution, c'est-à-dire les politiques publiques. On y reviendra. Pour poursuivre sur l'approche pragmatique, on peut dire qu'elle connaît directement ou indirectement une double renaissance. Dans les années 70, le linguistic turn, en philosophie d'abord, par des gens comme Habermas, et en sciences sociales ensuite, ne manque pas de s'intéresser aux philosophes pragmatiques. Habermas rejette lui aussi la distinction entre la pensée intérieure et le discours extérieur, mettant en évidence l'importance que, je cite, « notre capacité de connaître ne peut être différenciée de notre capacité de parler et d'agir. Le langage et la réalité s'interpénètrent d'une manière qui, pour nous, reste indissoluble. Toute l'expérience porte l'empreinte du langage, de sorte qu'une saisie de la réalité non filtrée par le langage est impossible. Dès lors, le rapport à la connaissance et à l'analyse sont saisis comme autant de jeux de langage, pour reprendre une expression de Wittgenstein, remis à la mode par le tournant langagier, dans lequel il s'agit de s'intéresser d'abord à la façon dont les individus pensent, s'expriment et interagissent entre eux. Dans les années 90, des sociologues tels que Bruno Latour et Luc Boltanski développent une nouvelle approche que ce dernier se qualifie de pragmatique également. Boltanski était un étudiant de Bourdieu. Reprenant l'approche structuraliste de Bourdieu dont il fut l'élève, Boltanski propose de passer de la sociologie critique, qui se veut un projet relativement macro, de mise en visibilité du poids des structures sociales sur le comportement des individus, à une sociologie de la critique, plus micro, qui s'intéresse d'abord à la façon dont les individus produisent eux-mêmes dans leur pratique des discours critiques et de justification qui contribuent à construire des accords et des désaccords essentiels qui rendent possibles les coopérations et les conflits. Merci. Il s'agit d'abandonner les catégories analytiques surplombantes de la sociologie et les explications causales trop puissantes pour s'ancrer dans une description sociologique plus rigoureuse et plus précise en prenant en compte la façon dont les individus définissent eux-mêmes des catégories, argumentant leurs causes, analysent le monde qui les entoure, se disputent et s'accordent entre eux. Pour résumer les hypothèses majeures de cette approche pragmatique que l'on va utiliser pour l'action publique, je pourrais évoquer les points suivants. Tout d'abord, c'est une approche empirique et compréhensive, c'est-à-dire qu'elle considère comme essentiel le travail d'enquête qui permet d'observer et de décrire la réalité des pratiques des acteurs pour en comprendre la logique ou la dynamique. Deuxièmement, elle se concentre d'abord sur le niveau micro, c'est-à-dire qu'elle pose comme centrale l'observation de l'ensemble des pratiques concrètes et observables que conduisent les acteurs, avec un intérêt tout particulier
sur la façon dont les acteurs discutent entre eux, se disputent, construisent des accords ou des désaccords. Troisièmement, elle accorde une grande importance aux capacités cognitives, discursives et analytiques des acteurs, c'est-à-dire à leur capacité de définir des concepts, argumenter, déployer des stratégies, s'adapter aux situations, donner du sens à leurs propos. Il s'agit ainsi de prendre au sérieux les dispositifs de connaissance que mobilisent les acteurs dans leur confrontation à la réalité, dispositifs qui agissent à la fois comme un filtre, à la fois indispensable, mais toujours déformant de cette dite réalité. Quatrièmement, elle considère les comportements des acteurs et liés au sens des actions que ces derniers leur donnent, et que ce sens est indissociable du contexte dans lequel il est élaboré. L'approche pragmatique rejette des distinctions classiques en sciences sociales, telles que la distinction entre objectif et subjectif, qui propose de s'intéresser au travail d'objectivation, de s'intéresser au travail d'objectivation que conduisent les acteurs, à la façon dont ils définissent eux-mêmes les institutions, les acteurs collectifs, les concepts généraux, tels que État, problème, intérêt général. La distinction entre discours et pratique, en considérant que le discours est toujours une pratique, qui ne peut être extrait de son porte-parole et de son contexte d'énonciation. On parlera de pratique discursive. La distinction idée-intérêt, en considérant que les idées n'existent empiriquement que dans les pratiques discursives et sont donc indissociables de leur porte-parole au cours duquel les acteurs définissent et stabilisent leurs intérêts et leurs identités. De ce point de vue, l'intérêt n'est pas un concept objectif, explicatif, comme souvent pratique pour les chercheurs, pour expliquer ce que l'on veut, mais un concept qui se définit dans la pratique et dans les épreuves que connaissent les acteurs. Enfin, la distinction micro-macro, en considérant que le macro existe en dehors de la pratique concrète des acteurs, comme une force qui les dépasse et les contraint. Bien au contraire, le macro et les institutions n'existent qu'à travers les pratiques des acteurs. Enfin, l'approche pragmatique accorde une importance essentielle à l'enquête et aux épreuves, c'est-à-dire à la façon dont les acteurs ne construisent pas seuls et isolés du monde, leurs concepts, leurs définitions, leurs analyses, mais les construisent en menant des enquêtes et les explicitent en permanence dans des interactions au cours duquel ils leur font subir des épreuves, à commencer par l'épreuve des critiques, au cours duquel les définitions ne doivent pas seulement résister, mais aussi s'adapter. La connaissance, de façon plus générale, est produite dans l'action. La sociologie pragmatique a entrepris, je cite, de décrire le monde social comme la scène d'un procès au cours duquel les acteurs en situation d'incertitude procèdent à des enquêtes, consignent leur interprétation de ce qui se passe dans des rapports, établissent des qualifications et se soumettent à des épreuves. Citation de Luc Boltanski. On est bon dans le temps ? Merci. Deuxième point. Alors, comment cette approche pragmatique permet d'enquêter différemment sur les politiques publiques ? Si l'on reprend la littérature sur les politiques publiques, on trouve donc d'un côté les auteurs qui s'intéressent à l'analyse des politiques publiques comme développement théorique et méthodologique de connaissances pour permettre aux policymakers de résoudre des problèmes publics, et de l'autre, une approche davantage macro, tournée vers la production de connaissances empiriques visant à comprendre des processus à l'œuvre. Une telle différence d'approche se traduit par offrir des perspectives sur les politiques publiques souvent différentes et même parfois contradictoires. Par exemple le plus connu, l'analyse des politiques publiques propose d'élaborer des connaissances en vue de rendre possible la résolution des problèmes publics souvent très complexes, voire insolubles. Alors que du côté des travaux sur les processus, plusieurs travaux sur les processus, tels que ceux de Kingdom par exemple, mettent en évidence que la dynamique de la formulation de la solution est de toute façon indépendante de la formulation du problème, et que le plus souvent les solutions précèdent les problèmes auxquels elles sont couplées en fonction des fenêtres d'opportunité. Comment peut-on d'un côté souligner l'importance d'une analyse qui propose de résoudre des problèmes publics complexes et en même temps mettre en évidence que le plus souvent, les solutions ne découlent pas des problèmes mais les précèdent. L'approche pragmatique propose de s'extraire de cet apparent paradoxe en décrivant empiriquement les opérations concrètes que conduisent les acteurs pour produire des solutions, pour mobiliser des catégories, des concepts, des contraintes. Plutôt que de considérer l'existence macro de force ou de contraintes, qu'ils conduisent pour effectuer une analyse qui leur permet d'associer une solution et un problème. Comment les acteurs produisent-ils concrètement des solutions ? Le font-ils sans se préoccuper des problèmes ? Pourquoi, dans ces cas-là, les problèmes comptent-ils ? Le couplage avec un problème est-il simplement le fruit du hasard ? Si c'est le cas, comme le suggère en partie Kingdom, est-ce à dire que le sens n'a pas d'importance ?
Mais si le sens n'est pas un enjeu, pourquoi n'existe-t-il pas d'association problème-solution absurde? Autant de questions auxquelles l'approche pragmatique se propose de répondre par l'observation concrète et la description précise de la production des solutions et de leur carrière. Herbert Simon est un des premiers auteurs à s'être intéressé aux opérations concrètes que construisent les acteurs et du cerveau humain en général pour résoudre les problèmes. Après avoir trouvé que les problèmes publics sont bien trop complexes pour nos pauvres petits cerveaux humains, pour nos faibles capacités cognitives humaines, et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une résolution analytique théorique et rationnelle, il en est venu à la conclusion que les individus, pour résoudre malgré tout des problèmes, doivent donc s'adapter à cette situation d'imperfection des connaissances. Les économistes ont retenu de lui l'aspect limité de la rationalité, mais dans ses premiers travaux, Simon évoque surtout son caractère subjectif, pour souligner que face à la multiplicité des chemins possibles qui s'ouvrent au raisonnement, les individus doivent, pour faire leur choix, mobiliser des simplifications, des approximations, des intuitions, des préférences, des façons de penser qui leur sont propres. Simon compare cela à un jeu d'échecs, devant lequel le joueur, aussi fort soit-il, ne pouvant calculer en avance tous les coups pour déterminer son choix, doit mobiliser en plus de ses capacités de calcul, son intuition, des opérations de simplification et d'approximation qui le conduisent à une solution satisfaisante. Prolongeant les réflexions de Simon, Lindblom développe l'idée que les acteurs, face à ces problèmes trop complexes pour être résolus rationnellement, doivent se débrouiller. Et n'hésite pas pour cela à développer des stratagèmes qui leur permettent de dépasser des difficultés. Les acteurs bricolent. Dans le prolongement des travaux de Lindblom, Wildawski va aborder cette question de la pratique des policy analysis comme mode de résolution des problèmes, en considérant lui aussi qu'il ne peut s'agir d'une science au sens traditionnel du terme. Démuni pour définir ce type de pratique, il en conclura qu'il s'agit plutôt d'un art, l'art de trouver des solutions à des problèmes publics, en faisant davantage appel à l'imagination qu'à des techniques de résolution généralement faibles, mais aussi, propositions les plus intéressantes, c'est l'art de créer des problèmes qui peuvent, eux, être résolus. J'y reviendrai. Et l'art de persuader des décideurs de la validité de la solution imaginée. Si ces auteurs sont convaincus du caractère illusoire du modèle rationnel dans les policy analysis, ils restent toujours étonnés par la fascination et l'attractivité d'un tel modèle. Laswell développera une critique en règle de ce qu'il nomme l'approche synoptique dans les théories, mais se trouve démuni devant leur succès. Wildawski, qui voit la façon dont se développent les théories du choix rationnel et le PPBS, opposera une approche qualitative, une analyse qualitative des politiques publiques qui tiennent compte de la complexité des problèmes à ces méthodes analytiques. Ils ne sauront de toute façon jamais répondre à cet apparent paradoxe. Pourquoi les acteurs privilégient-ils toujours une approche dont il est facilement démontrable qu'elle est illusoire et ne correspond pas à la réalité? L'approche pragmatique qui se propose d'observer concrètement les pratiques, y compris cognitives, que produisent les acteurs, permet selon nous de dépasser cet apparent paradoxe et de mieux comprendre tout à la fois la réalité bricolée des pratiques, mais aussi le succès des modèles rationnels, ou plus exactement l'importance du travail de rationalisation dans ce bricolage. Dans mes différentes enquêtes, je me suis penché sur la mise en place du premier tramway à Paris, en 2007. Ce tramway, présenté comme l'instrument d'une réforme de la politique des transports, est ce que l'on peut appeler une solution. Mais quand émerge-t-elle? Pour résoudre quel problème? Et portée par quel type d'analyse? L'enquête permet de montrer tout d'abord que le projet de tramway existe depuis plus de 15 ans, avant de sa mise en place, en tant que projet, et qu'il fait l'objet régulièrement de plusieurs rapports successifs pour en souligner l'intérêt. Elle permet également de souligner que ses porteurs, souvent des experts, qui sont relativement stables dans les systèmes bureaucratiques, l'ont couplé à des problèmes différents suivant les époques. Dans les années 80, il est analysé d'abord comme une réponse au problème du déplacement circulaire à Paris des usagers parisiens qui se trouvent limités par un système élaboré en étoile. Dans les années 90, c'est au problème de la pollution qu'il est associé, et un peu plus tard à des enjeux de réhabilitation des quartiers. Le tramway est un exemple tout à fait significatif de la façon dont effectivement les acteurs couplent une même solution à des problèmes différents au gré des circonstances. Il s'agit donc bien d'une opération de couplage, où l'idée que la solution provient de la résolution du problème vole en l'éclat à l'épreuve de l'observation empirique, ce qu'avait d'ailleurs déjà observé Cohen, March et Olsen à la fin des années 70 en observant des processus décisionnels. Mais si la solution ne vient pas de la résolution du problème, elle est systématiquement présentée comme telle,
et accompagné d'un ensemble d'analyses qui viennent construire la rationalité de ce couplage. Le travail de rationalisation vient en effet effacer le bricolage qui a rendu possible ce couplage, un peu comme une finition qui vient faire disparaître les traces de la construction. De cet exemple, on peut tirer plusieurs réflexions. Tout d'abord, les acteurs associent toujours les solutions à des problèmes. Les solutions n'existent généralement pas indépendants des problèmes qu'ils doivent résoudre, ce sont même les problèmes qui leur permettent de devenir une solution. Les solutions, deuxièmement, peuvent être associées à de nouveaux problèmes pour lesquels elles n'ont été développées initialement. Il faut donc bien considérer l'association de ces deux termes comme le résultat d'un travail de couplage dont l'ordre des termes n'a pas d'importance. Et troisièmement, si les analyses ne servent pas nécessairement à trouver une solution à partir d'un problème, elles sont généralement présentes et jouent un rôle important pour rationaliser ce couplage. J'en viens à ma partie suivante qui est de s'intéresser pourquoi est-ce important ? Pourquoi finalement ces acteurs le font ? Partant de ce constat, il nous faut nous intéresser plus en détail sur la façon dont les acteurs procèdent pour définir les solutions qu'ils proposent, leur associer des problèmes, développer des analyses rationalisantes. L'approche pragmatique suggère de ne pas se contenter d'explications structurelles ou macro pour rendre compte de ce processus de croisement entre problèmes et solutions. L'observation des pratiques concrètes permet de montrer non seulement l'ingéniosité stratégique des acteurs pour coupler des problèmes et des solutions, mais aussi la façon dont ces couplages participent d'une redéfinition du problème et de la solution. Pour bien comprendre ce processus, il nous faut partir d'un exemple. Alors, désolé, j'ai pris des exemples français. Vous en trouverez sans doute des équivalents très facilement. Sur la façon dont les acteurs emboîtent différemment les différents composants de leur énoncé. En France, actuellement, il existe, il y a même des grèves fortes, un débat en ce moment sur une proposition du gouvernement d'alléger les conditions de licenciement économique pour lutter contre le chômage, important que connaît le pays. Pour justifier d'une telle proposition, qui peut sembler a priori contre-intuitive, licencier plus facilement pour faciliter l'embauche, les acteurs développent un raisonnement qui consiste à établir d'abord une sorte d'algorithme causal entre un problème, le chômage, et sa cause, les conditions de licenciement, généralement sous la forme de si que. Si, c'est que. Si les patrons n'embauchent pas, c'est parce qu'ils ont peur de ne pouvoir licencier en cas de difficulté économique. Si les patrons ont peur de pouvoir licencier, c'est que le code du travail est trop rigide. Réformer le droit du travail permet d'alléger les conditions de licenciement. Réformer le droit du travail permet donc de résoudre le problème du chômage. Le problème, ici le chômage, on va peut-être le voir dans le schéma, le PowerPoint n'est pas du tout... Voilà. Dans le schéma, vous voyez, le problème, le chômage, est associé à une cause, la rigidité du règlement. De l'autre, la solution, réformer le règlement, est associée à sa conséquence, alléger la réglementation. C'est ce double travail qui permet de créer l'emboîtement, c'est-à-dire entre la cause du problème et la conséquence de la solution, qui par association indirecte permet d'établir un lien entre un problème et une solution. Toute l'habileté des acteurs repose sur ce que Wittgenstein nommait les jeux de langage, c'est-à-dire des jeux d'association causale et normative entre des propositions au départ distinctes, selon des règles souvent implicites pour créer du sens. Wildavsky, je le disais tout à l'heure, considère que l'analyse des politiques publiques, c'est l'art de créer des problèmes qui peuvent être résolus. Lorsqu'on étudie la réalité des pratiques, on comprend un peu mieux que l'analyse des politiques publiques, c'est d'abord le déploiement de jeux de langage qui permettent d'accrocher une solution à un problème insoluble, en lui substituant le problème insoluble à sa cause, qui n'est finalement rien d'autre qu'un autre problème qui, lui, est traitable, c'est-à-dire accrochable facilement aux conséquences associées à la solution. C'est pourquoi j'utilise d'ailleurs le terme sauvage. Il y a des problèmes sauvages qui sont insolubles, le chômage, la pauvreté, et des jeux de langage qui tentent de les dompter, de les réformer, que mobilisent les acteurs. Pour conclure cette partie, et sans rentrer cette fois-ci dans tous les détails, l'analyse des politiques publiques doit être comprise comme un lieu de production d'énoncés, policy statement, qui propose de relier une solution à un problème et des connaissances en charge de justifier une telle association. Il s'agit d'une connaissance à la fois pratique, les acteurs effectuent des assemblages en faisant appel à leur intuition, à leur approximation, mais qui dépend aussi des arguments disponibles qui l'accompagnent. Au cours de mes travaux et de mes enquêtes, j'ai pu identifier différentes étapes essentielles de ces jeux de langage qui conduisent généralement les acteurs pour définir une solution
et produire un énoncé de solution. Chaque emboîtement passe par la définition de différentes parties, je les cite rapidement. L'étiquetage d'une solution, c'est-à-dire la capacité à attribuer un nom à une solution, l'identification de ses conséquences, l'identification d'un public de bénéficiaires, l'assemblage, l'emboîtement avec un problème à résoudre, l'inscription dans une politique publique redéfinie pour l'occasion, et l'association à des valeurs ou un référentiel. C'est donc 5 étapes, mais qui peuvent fonctionner indépendamment avant le couplage. Alors, ça, ce sont ce que j'ai appelé le travail de langage. On en vient à l'épreuve. Comment ces énoncés sont mis à l'épreuve? L'approche pragmatique en sociologie est souvent désignée comme une sociologie des épreuves, c'est-à-dire une sociologie qui s'attache à observer les pratiques des acteurs confrontés à des épreuves qu'ils doivent franchir. Pour bien comprendre cette dimension, il importe de revenir sur 2 aspects essentiels de l'approche pragmatique. D'une part, les connaissances n'existent qu'à travers les pratiques concrètes dans lesquelles on peut les observer, c'est-à-dire les pratiques discursives des individus. Qu'il s'agisse d'un rapport écrit, d'une discussion, d'un discours, aucune idée n'est saisissable sans un auteur, une situation, un interlocuteur à qui s'adresse le propos. D'autre part, ces pratiques discursives sont indissociables des interactions qu'elles rendent possibles, soit pour permettre la coopération, mais aussi pour construire le conflit. Dès lors, l'approche pragmatique rejette tout autant les approches sociologiques qui observent les jeux d'acteurs sans s'intéresser à ce qu'ils disent, que les approches d'analyse de discours qui décortiquent le discours sans prendre en compte les jeux d'acteurs dans lesquels ces discours prennent place. Il s'agit ainsi de s'intéresser aux situations sociales concrètes au cours duquel ces acteurs produisent des solutions pour comprendre dans quel contexte celles-ci voient le jour, avec quelle intention, mais aussi d'en suivre le fil des évolutions. Pour reprendre l'exemple du tramway, les premiers promoteurs du tramway se comptent au départ sur les doigts d'une main. Ils sont chacun, au sein d'une organisation, appartiennent à des services d'études dont la mission est de produire des propositions. Lorsque les quelques promoteurs produisent des analyses pour justifier le tramway comme solution à des problèmes, ils le font d'abord parce qu'ils sont soumis à un impératif de persuasion et de justification. Aucune décision dans les systèmes de politique publique ne se prononce seule. Ils doivent en effet d'abord persuader d'autres acteurs, à commencer par leurs supérieurs hiérarchiques, de l'intérêt d'un tel projet dans un espace toujours concurrentiel. La sociologie des organisations a permis de souligner à quel point les organisations étaient des espaces très conflictuels, où l'affrontement entre départements, entre ministères, entre bureaux était permanente, et où la coopération des acteurs entre eux n'allait pas de soi et constituait toujours un problème difficile à résoudre. Dans le cas du tramway, c'est d'abord l'incapacité des promoteurs à persuader d'autres acteurs qu'eux-mêmes qui permet de comprendre que celui-ci finisse dans un rapport sur une étagère de bibliothèque poussiéreuse. Bruno Latour avait montré de la même façon qu'un projet avait beau être absolument innovant, merveilleux technologiquement, prometteur, c'est d'abord la capacité de ses promoteurs à le propager en enrôlant des alliés qui lui permet de voir le jour. C'est ici que le problème vient jouer un rôle majeur. La principale différence entre le projet de tramway, solution d'un problème de circularité des transports, et celui du tramway, solution du problème de la pollution, c'est que le deuxième problème mis à l'agenda intéresse un nombre bien plus grand d'acteurs, à commencer par le maire de Paris, qui est interpellé sur cette question. Le couplage n'est donc pas seulement le moyen pour les acteurs de suivre un jeu de langage, mais aussi d'intégrer un jeu d'acteurs, celui de l'intéressement et de l'enrôlement qui rend possible la construction de coalitions, mais aussi de l'affrontement qui structure les relations entre les individus. L'approche pragmatique propose donc de s'intéresser au travail concret de persuasion que conduisent les acteurs pour mieux comprendre la façon dont s'élaborent les alliances, les associations, voire même les coalitions. Plusieurs théories considèrent que les coalitions s'organisent en fonction d'intérêts, Richardson, d'idées, Sabatier, du paradigme, d'idées ou de croyances chez Sabatier, de paradigme chez Peter Haas, un peu comme si la coopération des acteurs allait de soi, autour d'un socle commun partagé. En réalité, aucune des propositions que nous avons étudiées n'est portée par un ensemble d'individus qui y adhèrent spontanément parce qu'ils partageraient la même idée. Ce que l'on trouve plutôt, c'est que les coalitions se forment progressivement au gré du travail concret de propagation des acteurs et de la manière dont ils arrivent à intégrer en modifiant des points d'intéressement. Une fois encore, pour reprendre mon exemple du tramway, j'ai pu observer une lutte entre deux tracés concurrents qui s'organisent d'abord autour de la capacité des acteurs à intéresser et à enrôler d'autres acteurs. Plus largement, on peut dire que dans toutes les propositions que j'ai pu suivre, la coopération est un problème que les acteurs doivent résoudre. Et on peut dire qu'il y a probablement peu d'élus
de propositions élues au regard du nombre de propositions en circulation. Lorsque le problème de la pollution émerge à Paris, les candidats à le solutionner sont nombreux, mais peu aboutissent. Dans le monde concurrentiel des propositions de politique publique, l'analyse, c'est-à-dire non seulement le couplage d'une solution à un problème, mais aussi la production analytique et argumentaire qui l'accompagne, sont des atouts essentiels dans le travail de persuasion. Comme l'a montré un auteur comme Perelman, mais aussi Madjon, la construction de la vraisemblance d'une solution a d'abord à voir avec un travail d'argumentation qui le porte. Dans un monde sans évidence, un monde incertain, un monde sans certitude, la vraisemblance se gagne à coups d'arguments. Ce travail argumentaire est d'autant plus important que les acteurs ne se soumettent pas qu'à un impératif de justification. Ils doivent aussi pouvoir résister aux critiques qui sont faites à l'énoncé de leurs propositions. Ce travail critique a lui aussi été particulièrement sous-estimé dans les travaux sur les politiques publiques. C'est tout l'intérêt des travaux de Boltanski d'avoir porté la focale sur cette dimension critique. C'est une dimension que nous connaissons bien dans le monde de la recherche, qui veut qu'un article ou qu'une hypothèse se doit de pouvoir passer l'épreuve de la critique. Mais le monde de la recherche n'est pas le seul. On retrouve l'importance de ce travail critique chez les experts d'un secteur qui n'hésitent pas, lorsqu'une nouvelle proposition émerge, de souligner sa fiabilité, de critiquer sa fiabilité, sa faisabilité, sa cohérence. On retrouve ce travail critique dans les bureaucraties, plus largement, ou l'administration, qui passe sous le joug de la critique toute nouvelle proposition. Et bien évidemment, l'espace public est le lieu le plus significatif de la critique, du moins dans les démocraties. Elle se structure à la fois dans l'adversité politique, mais aussi dans le travail journalistique. La carrière d'une proposition parcourt ainsi des mondes d'épreuves, et tout énoncé qui n'aurait pas dressé des résistances suffisantes peut être amené à disparaître. On trouve ainsi une série de critiques qui forment des armes destinées à remettre en cause les jeux de langage établis par les acteurs. Parmi les critiques les plus classiques, on retiendra la critique de la faisabilité, technique, juridique, c'est une arme que les bureaucraties aiment beaucoup pour tuer une proposition. La critique de la cohérence, la critique de la mise en œuvre et des effets pris en compte, c'est-à-dire vous ne prenez pas en compte les effets, la critique de l'efficacité, la critique des normes et des valeurs, ce n'est pas les bonnes valeurs, la critique de la justice ou la critique de l'acceptabilité. Lorsqu'on s'intéresse aux pratiques concrètes des acteurs dans le monde de la fabrique des politiques publiques, on observe que les acteurs passent leur temps, tout autant dans les espaces discrets que dans les espaces sous les projecteurs, à argumenter, persuader, critiquer, et la réussite de ces pratiques est indissociablement liée à la carrière des propositions. J'en viens à mon dernier point. On a vu les jeux de langage, les jeux d'acteurs. Je voudrais revenir sur la question du pouvoir, des jeux de pouvoir. Les pratiques discursives ne sont pas seulement des pratiques qui entremêlent des jeux de langage et des jeux d'acteurs. Elles sont également indissociables des jeux de pouvoir. C'est souvent un défaut classique des approches dites discursives ou langagières de pouvoir écarter ces questions de pouvoir, comme si le pouvoir des arguments venait se substituer au pouvoir des acteurs eux-mêmes. Nous voudrions mettre en évidence que l'approche pragmatique fait de la question du pouvoir une question centrale, tout en considérant indissociable le pouvoir des acteurs de celui des arguments. Il existe autour d'une proposition de politique publique toute une série de jeux de pouvoir. Je m'attacherai à en donner quelques points clés. Tout d'abord, une proposition ne cherche pas seulement à résoudre un problème. Elle cherche aussi un décideur à légitimer. En sciences politiques, le débat a longtemps été de se demander s'il existait un décideur aux politiques publiques. D'une certaine façon, à chaque fois que les chercheurs ont cherché à identifier le décideur, ils ont fini par conclure qu'il n'existait pas vraiment, ou qu'ils étaient trop nombreux, que le pouvoir était diffus, éclaté, fragmenté, et que la personne qui dit avoir décidé n'avait jamais vraiment décidé. Et pourtant, les acteurs n'hésitent pas, eux, à associer une proposition à un décideur. Parfois, ils donnent des lois au nom, etc. Par exemple, pour revenir à mon tramway, il ne fait de doute pour personne que le maire est le décideur chez les acteurs. Et pourtant, il existe de très nombreux arguments pour prouver que ce n'est pas le cas. Cela n'empêche pas les acteurs non seulement de le penser, mais lorsque le maire a pris position, il mettra plus de 3 ans pour prendre position entre les deux tracés, tous les acteurs qui l'entourent, y compris ceux censés avoir du pouvoir, reconnaissent sa prise de position comme faisant office de décision. En réalité, il faut non pas nous enfermer dans la quête d'un décideur, mais comprendre toute l'importance de l'opération de désignation d'un décideur. Le tramway ne verra le jour que lorsque le maire s'appropriera le projet et en redeviendra effectivement ce que j'ai appelé le propriétaire.
Gusfield avait souligné que le travail de définition d'un problème s'organisait d'abord autour de la désignation d'un responsable. Kingdom, lui aussi, avait montré qu'une situation ne devient un problème public que lorsqu'il est défini comme devant être résolu par une autorité publique. On peut dire pareil d'une solution. Un énoncé de solution ne prend forme qu'à partir du moment où un décideur, c'est-à-dire quelqu'un qui se revendique comme tel, se l'attribue. Ce travail est essentiel, car la reconnaissance de la figure du décideur est aussi une forme de reconnaissance de son pouvoir et de sa position relative dans l'espace sociopolitique. Évidemment, cette position ne lui est pas acquise. Il doit la gagner, car si le décideur échoue, il se met en danger. Mais le décideur n'est pas le seul. Une proposition est indissociable de l'ensemble de ses propriétaires, c'est-à-dire de tous ceux qui se sont appropriés la mesure et qui en revendiquent l'autorité. Le débat autour du choix du tracé du tramway est d'autant plus intéressant qu'elle traverse toutes les organisations. Dans chaque organisation, on trouve des tenants de chacun des tracés. De ce point de vue, ils ont lié une petite part de leur position et de leur identité au tracé lui-même. S'ils s'imposent, ils pourront revendiquer le succès et le pouvoir qu'ils en retirent. La réussite de leur tracé n'est pas seulement le révélateur de leur pouvoir, elle contribue à façonner ce pouvoir. Ainsi, la RATP, le syndicat de transport parisien, voit s'opposer sur le tracé sa direction des bus à sa direction des métros, le tramway étant lui-même un objet hybride. Si la dernière est considérée comme plus puissante, la direction du métro, c'est la première qui va l'emporter, lui permettant de se repositionner dans les jeux de pouvoir habituels qui la confrontent en permanence entre les deux départements. Une façon de se représenter cette question de pouvoir est de considérer, d'une part, qu'il existe une répartition des territoires de politique publique entre différents propriétaires, et que chaque proposition est l'occasion de mettre à l'épreuve ce cadre, car elle contient en elle-même un élément de redistribution des pouvoirs. Pour être clair, un ministère du logement, c'est vrai en France, c'est vrai chez vous, est le propriétaire généralement de toutes les politiques publiques qui ont à voir avec la question du logement. Le ministère de la Recherche avec celui qui concerne la recherche. Chaque ministère ne divise pas seulement les secteurs, il structure une sorte de cadastre avec une définition toujours friable et poreuse des frontières au sein duquel il assume une domination et de la répartition des pouvoirs qui est en son sein. Chaque nouvelle solution est porteuse toujours d'une configuration spécifique des pouvoirs et son intégration à une politique publique existante doit être comprise comme un problème, dont la mesure où elle vient modifier la répartition des pouvoirs en présence. C'est aussi parce qu'elle provoque une modification des asymétries des positions que les acteurs s'engagent avec force souvent dans les conflits pour ou contre une nouvelle proposition. Il est donc essentiel de comprendre à quel point une politique publique est toujours un enjeu de pouvoir et que son changement est porteur d'une possibilité de redistribution des ressources et que de redistribution des ressources qui peut prêter à conséquence. Conclusion. J'espère que vous avez survécu à une longue présentation en français. L'approche pragmatique des politiques publiques est donc d'abord une approche qui se propose de saisir les processus de fabrique et de transformation des politiques publiques à travers la description des pratiques concrètes des acteurs et en s'intéressant tout particulièrement à la façon dont les acteurs associent à leurs propositions une solution à les résoudre, des acteurs à agréger, des pouvoirs à répartir et des arguments pour à rationaliser. La sociologie pragmatique s'est beaucoup focalisée sur la dynamique des causes et des problèmes. Elle a permis de mieux comprendre l'importance du travail de définition dans le processus de mise à l'agenda. Elle a permis également de s'attacher à une activité politique majeure, celle de la contestation du pouvoir et de la mise en désordre. Boltanski montre comment le travail de définition des problèmes participe de rendre, je cite, « rendre inacceptable la société », c'est-à-dire de le donner à voir l'injustice et les problèmes d'une société. Je dirais, pour prendre un vocabulaire de la science politique, que la définition des problèmes publics contribue à dessiner l'image d'une société en désordre, d'une société aux futures problématiques, et qui, si rien n'est fait, peut devenir apocalyptique, et par là même à produire du désordre en contestant l'ordre établi, celui d'un gouvernement qui n'agit pas. L'approche pragmatique des politiques publiques s'intéresse davantage à l'activité du gouvernement et voit dans l'observation concrète des pratiques le moyen de mieux comprendre les conditions d'émergence, de succès, mais aussi d'échec des propositions de politique publique. Plus encore, elle permet de comprendre le rôle majeur de la définition des solutions, comme la façon dont les individus tentent de dessiner une société future qui retrouve de l'ordre, c'est-à-dire une société où les problèmes sont résolus, où le futur est réenchanté, où les décideurs se remettent à décider. Le dessin d'une société future, réordonnée, n'est pas seulement la production d'une fiction,
elle contribue en elle-même à produire de l'ordre politique. En cela, l'approche pragmatique permet de comprendre que l'analyse des politiques publiques n'est ni un art ni une science, mais une activité politique d'apprivoisement des problèmes et du désordre et de production d'un ordre toujours instable et éphémère. Merci.